C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans un nouvel épisode du Gloomy Club. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Louise, la créatrice du compte Instagram et du blog Inspiration sans gluten. Préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant de Louise, une véritable experte de la cuisine sans gluten, qui a transformé ses difficultés en une source inépuisable d'inspiration. Louise nous livre son incroyable parcours, marqué par l'hypersensibilité au gluten, l'endométriose et le syndrome de l'intestin irritable. Dès son adolescence, elle a vécu des douleurs digestives dévastatrices après chaque repas. Mais elle gardait ce fardeau secret, dissimulant ses symptômes par honte et par crainte du tabou qui entoure les troubles digestifs. Après de nombreuses années de souffrance, Louise a finalement consulté un gastro-entérologue en 2016. Celui-ci a identifié le gluten et le lactose comme les coupables de ses maux digestifs. Malheureusement, les examens nécessaires ont dû être reportés en raison de sa grossesse. Son médecin lui a prescrit un arrêt total du gluten et Louise a vécu une grossesse magnifique et sans encombre. Après la naissance de son fils, suivie de celle de sa fille, Louise a décidé 3 ans plus tard de réintroduire le gluten dans son alimentation. Mais cela s'est avéré être un véritable défi. Le diagnostic est tombé hypersensibilité au gluten. Avec détermination, elle a repensé entièrement son alimentation, transformant sa cuisine en laboratoire culinaire où les expérimentations étaient reines. Imaginez toutes les portes qui se sont fermées lorsque Louise a dû exclure le gluten de sa vie. Mais au lieu de se laisser abattre, elle a fait preuve de créativité et de courage en cherchant sans relâche de nouvelles saveurs, de nouveaux mélanges. Elle a finalement découvert que l'univers sans gluten était bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Louise a surmonté les peurs de contamination et s'est aventurée dans une multitude de tests culinaires. Sa cuisine est devenue son terrain de jeu où elle a expérimenté avec des farines et des mélanges sans gluten. Cette refonte totale de son alimentation lui a ouvert de nouvelles possibilités et lui a apporté une énergie retrouvée, lui permettant de sortir de sa bulle. Aujourd'hui, Louise affirme avec enthousiasme « On peut s'amuser avec l'alimentation sans gluten ». Forte de son expérience, elle a créé un blog et un compte Instagram où elle partage non seulement ses plats délicieux, mais aussi ses astuces et ses recettes pour aider ceux qui, comme elle, sont confrontés au défi de manger sans gluten. Dans cet épisode du Gloomy Club, nous explorons les secrets de Louise pour transformer une faiblesse et une souffrance en une passion pour la cuisine. Découvrez comment elle a tiré parti de son expertise et créé un job épanouissant à partir de son blog. Écoutez Louise du compte Instagram Inspiration sans gluten et plongez dans un univers culinaire sans pareil. Je vous laisse sur notre discussion et vous souhaite une excellente écoute. Eh bien bonjour Louise. Hello Lorraine. Bienvenue sur le Gloomy Club. Merci beaucoup de ton invitation. Je suis hyper contente de participer au podcast et je suis contente aussi de pouvoir parler de mon parcours avec le sans gluten. Trop chouette. Moi, je t'ai connue sur Instagram parce que tu as un compte qui est pas mal suivi qui s'appelle Inspiration sans gluten. Et donc, tu es atteinte de plusieurs pathologies, mais aujourd'hui, on va vraiment se focuser en fait sur la partie sans gluten. Et du coup, je voulais un peu en savoir plus sur ton parcours, comment les douleurs ont commencé, quel a été un peu ton parcours toi avec le sans gluten. Alors, moi, mes symptômes, ils ont débuté à l'adolescence. J'avais très souvent mal au ventre, des grosses douleurs digestives après manger, même parfois jusqu'au malaise. C'était hyper dur en tant qu'ado parce que je me suis beaucoup renfermée à l'époque. Je comprenais pas du tout ce qui se passait dans mon corps. J'en avais même honte et je parlais jamais de mes symptômes parce que déjà, c'était pas très glamour. Donc, même mes amis, ma famille ne savaient pas que j'avais ces symptômes-là. Ouais, c'est vrai que c'est des symptômes, enfin les symptômes digestifs, c'est sûr que c'est pas très glamour à aborder. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui restent en retrait, qui abordent peu. Ouais. Et je sais pas si toi c'était le cas, mais en fait, moi j'ai quasi vécu tout le temps avec ces symptômes et à aucun moment je me suis dit: «Bah, c'est pas normal en fait de
c'est pas la vraie vie en fait, ça. Oui, Donc tu vois, c'est de se dire: «Bah, en fait, c'est pas normal d'avoir des troubles digestifs tout le temps, à chaque fois que tu manges» et c'est de vrai. commencer à l'aborder avec son médecin, avec son entourage et à se dire: «Et vous aussi vous avez ça? Parce que c'est normal, c'est pas normal?» Exactement et le fait de pas en parler, forcément, bah, si personne n'en parle, on peut pas partager nos témoignages et je trouve qu'aujourd'hui la parole se libère beaucoup autour des troubles digestifs. Moi, honnêtement, bon j'ai 33 ans, hein, maintenant et déjà j'avais du mal à en parler quand j'étais ado, mais alors de dire aujourd'hui, je vais 10 fois aux toilettes par jour, bon maintenant c'est plus le cas parce que j'ai mis en place plein de choses pour que Mmh. ça change, mais de dire, que j'allais aux toilettes 10 fois par jour, mais c'était inenvisageable pour moi et C'est aujourd'hui ça. j'en parle très librement et je sais que ça aide d'autres personnes qui sont au stade où moi j'étais il y a quelques années et qui ont besoin de justement d'avoir quelqu'un qui va parler de ça et libérer la parole autour de tout ça. Ouais, exactement et donc toi, tu as été voir des professionnels de santé? Tu as été voir, bah, ton médecin généraliste? Tu t'es orienté vers un gastro? Comment ça s'est passé ton parcours? Alors, moi, au début, je suis allée voir plusieurs fois mon médecin généraliste. Il m'a dit que c'était le stress. Voilà, donc il m'a donné du Spasfon. Autant dire, hein, des Smarties pour, Ouais. traiter le type de douleur que j'avais, puis les symptômes que j'avais et en fait, en 2016, je me suis pris par la main. J'étais vraiment dans un état critique et j'étais très faible, j'étais amaigrie, je faisais des malaises très souvent et chaque repas, c'était devenu une torture. J'allais aux toilettes, bah, justement, hein, comme je disais, mais au moins, 10 fois par jour, c'était, un enfer. Je mangeais presque plus rien et le peu que je mangeais, ça me faisait atrocement souffrir. Donc de moi-même, j'ai décidé d'aller voir un gastro-entérologue et vu mon état, en fait, il m'a demandé sur plusieurs semaines de noter tout ce que je mangeais, le déclenchement de mes symptômes et ensuite on s'est revus et là, il a analysé mon alimentation et lui, il a identifié le gluten comme vraiment en partie, je précise en partie parce que pas totalement, il y avait aussi le lactose qui était un peu voilà donc en partie responsable de mes maux digestifs. Mmh. Donc là c'était parti hein, pour l'enchaînement des examens. Donc j'avais de prévu parce que ça s'est pas passé comme ça. J'avais une coloscopie de prévu, une fibroscopie avec une biopsie du duodénum. Mmh. Donc, c'est la partie haute de C'est l'intestin ça. grêle. Et lui, il m'a dit très clairement, il me cherchait soit une maladie de Crohn, soit la maladie cœliaque. Ouais, c'est ce que j'ai Et eu également. voilà. Et là, entre cette consultation et le moment de mes examens, j'ai eu un heureux événement. J'ai appris que j'attendais mon premier enfant. C'était une super nouvelle, mais le problème, ça a été que j'ai pas pu passer les fameux examens qui étaient prévus sous anesthésie générale, non compatibles avec une grossesse, et la fibro plus la biopsie du duodénum. En anesthésie locale, elle aurait pu être envisageable, mais il a utilisé le terme traumatisant. Donc en fait, il n'a pas voulu que je réalise l'examen en étant enceinte. Il m'a dit que l'examen, il était assez... voilà, c'était un type d'examen qui se faisait pas quand on était enceinte. Donc je suis ressortie de son bureau avec pour seules indications, vous devez impérativement arrêter le gluten. En gros, votre corps ne le tolère pas et comme je ne peux pas vous diagnostiquer cœliaque, vous êtes donc par élimination hypersensible au gluten. Et là, c'était le début de mon aventure sans gluten. C'est ça, mais tu avais pas vraiment de diagnostic précis Non, puisque du coup, tu avais pas fait les examens c'est ça. et c'est vrai que c'est un peu étonnant que le médecin te dise: «Bah, arrête, Ouais, le gluten», alors que justement on nous dit toujours: «N'arrêtez jamais le c'est ça, gluten avant d'avoir validé tous les examens pour être sûr qu'on pour être écarte bien la sûr. maladie cœliaque, éviter les cancers» et cetera donc Exactement. lourd parcours. Ouais, c'est compliqué. Mais du coup, tu as pu justement suivre ta grossesse sereinement, tu Ouais. as pu adopter une alimentation sans gluten à ce moment-là? Ouais, tout à fait. Là, j'ai arrêté le gluten, à ce moment-là et j'ai eu une très belle grossesse parce que, c'est comme si, tous mes symptômes s'étaient mis un petit peu en sommeil. Alors je peux pas dire dès l'arrêt du gluten, immédiatement, j'ai eu un changement, mais honnêtement, au bout de 2 semaines, je voyais Mmh. déjà une amélioration. Au bout d'un mois, j'avais presque plus de symptômes Mmh. et Et après, justement, après ta grossesse, est-ce que tu t'es dit: «Bah, je vais retourner voir mon gastro-entérologue pour peut-être justement, qu'on reprenne, les examens là où je me suis arrêtée»? Oui, alors, 3 ans après, parce que du coup, j'ai eu mon fils, j'ai allaité, donc il a pas voulu, Mmh. alors malheureusement, il faut le savoir, mais quand on arrête le gluten et qu'on veut repasser les examens plus tard, il faut réintroduire. Parce que sinon, on peut pas savoir si on a la maladie cœliaque. Et là, on s'est revus et comme j'allaitais mon fils, il m'a dit: «Bah, on va pas réintroduire dans cette période-là.
Donc, j'ai pas pu passer les examens. Ensuite, rapidement après, je suis tombée enceinte de ma fille. Donc, rebelote, pas d'examen en étant enceinte. Ensuite, j'ai allaité ma fille longtemps, donc pareil. Et au final, 3 ans après, seulement, j'ai passé les examens. Mais alors, la réintroduction, une catastrophe. J'étais malade à chaque fois que j'essayais de réintroduire, mais malade 4 jours. Je pouvais plus rien manger du tout. Donc, en fait, j'ai pas du tout réussi à réintroduire. Et forcément, j'ai bien passé le fameux examen à la biopsie du duodénum qui s'est avéré négative puisque je n'ai pas du tout réussi à réintroduire. C'est ça, moi j'ai le même parcours parce que quand ils ont fait la biopsie, ça faisait 1 an et demi du coup que j'avais bien arrêté le gluten Mmh. et c'est après, les examens, ils me disent: «Bah, pourquoi vous avez arrêté?» Je dis: «Bah, c'est votre collègue qui m'a dit d'arrêter». «Ah bah oui, Bah, mais c'est fallait pas». «Ah oui, mais c'est là ça. les gars, je le refais pas quoi». Non, c'est ça, puis c'est hyper dur, en tout cas, surtout toi et moi, on réagit Mmh. en fait quand on en mange. C'est Donc, ça, exactement. moi les symptômes, ils sont hyper violents. Je Mmh. tombe dans les pommes, la douleur, elle est hyper intense et vraiment réintroduire, c'était, tellement dur. J'ai pas réussi à en manger suffisamment pour qu'on voit. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est marrant d'avoir ce parcours. Je pensais être tellement seule et finalement de voir qu'on a des Exactement. parcours similaires, c'est génial. Ouais, mais c'est et puis les symptômes sont pas les mêmes, mais tu vois, on arrive à voir que, on a un peu les mêmes questions, le même parcours malgré, les des symptômes différents. Moi, Ouais. c'est des aphtes, genre une trentaine d'aphtes dans la bouche, donc je peux pas manger, je peux pas boire, je peux pas parler. Donc au bout d'un moment, c'est très, très, très compliqué. Donc Ah oui, repasser des examens en se disant: «Je réintègre, le gluten, tous les jours», enfin non, c'est des choses non. qui ne sont pas possibles à l'heure actuelle. Et du coup, toi, justement, tu as eu ces symptômes, enfin, tu as découvert, tout Mmh. ce process de sans gluten, au début de ta vie de jeune adulte, Ouais. finalement. Donc est-ce qu'il y a eu des impacts sur ta vie sociale, justement, quand tu sortais, par exemple, au restaurant? Comment ça s'est passé? Honnêtement, hein, le début de l'exclusion, pour moi, ça a été hyper laborieux. Ouais. J'avais aucune indication sur le comment faire, mais vraiment concrètement pour manger sans gluten. Donc moi, je suis rentrée chez moi après ce fameux rendez-vous, avec pour seule indication: «Vous devez arrêter le gluten» et j'ai regardé tout ce que j'avais dans mes placards. Les 3/4 des aliments que je consommais contenaient du gluten. Voilà, forcément, vent de panique, hein. Mmh. Comme si plein de portes devant moi se fermaient. Je me voyais finalement je voyais plus que les restrictions qu'il y avait au niveau de l'exclusion alimentaire. Alors moi qui ai toujours eu peur en plus de manger à l'extérieur, déjà même avant mon éviction, du gluten, j'avais tout le temps mal au ventre à chaque fois que j'allais au restaurant. Donc là, c'était encore pire parce que j'avais encore plus peur d'être malade, sachant que les plats pouvaient être contaminés. Puis en plus, les seules choses que je pouvais manger, c'était soit des salades, des viandes et des poissons. Et encore, en fonction des accompagnements, je pouvais pas manger les accompagnements. J'avais trop peur d'être malade. Et en plus de ça, j'ai découvert aussi à ce moment-là, hein, dans cette période de doute extrême, de vent de panique, que gluten n'était pas égal que uniquement à blé. Il y avait aussi Mmh. le seigle, C'est l'avoine, ça. l'orge, le kamut, le triticale. Et là, je me suis dit, c'est hyper dur d'accepter cette nouvelle alimentation. Donc, je me suis mis un peu dans une espèce de bulle sécurisante où je mangeais toujours les mêmes aliments. Je sortais pas, j'allais pas au restaurant. J'avais conscience que le changement, il devait être bien plus profond et j'aimais pas du tout ma façon de manger à ce Mmh. moment-là. Et j'étais exclue socialement, je sortais pas en fait. J'étais dans ma petite bulle où j'étais en sécurité, où j'étais pas malade et je mangeais tout le temps la même chose. Quelles sont les choses que tu as mis en place, justement, pour sortir de cette bulle et te dire: «Bon, là, faut que je reprenne les choses en main parce que c'est pas vivable, de vivre de cette manière»? Alors moi, j'ai fait plein de tests en cuisine. C'est comme si en fait, je transformais ma cuisine en un laboratoire. C'est ça. J'ai acheté plein de farines sans gluten, plein de mix sans gluten et j'ai commencé à faire plein de tests. Alors j'ai eu beaucoup de loupés au début. Mmh. Alors soit la texture n'allait pas, c'était trop dur, j'aurais pu assommer quelqu'un avec mon gâteau par exemple, soit c'était trop cassant, soit le goût ça n'allait pas parce que finalement le mélange des farines, c'est aussi bien pour le goût mais aussi pour la Mmh. saveur. C'est ça. Donc c'était pas évident, hein, au début d'apprendre à cuisiner, différemment, sachant que moi je cuisinais très peu avant. Là, j'ai compris en fait que le changement, il devait être bien plus grand que juste apprendre à remplacer le gluten. Mmh. Là, j'ai fait une refonte totale de mon alimentation, donc j'ai mangé plus de fruits, plus de légumes. Bon, déjà, c'est naturellement sans gluten, donc ça ne craint rien. J'ai commencé à m'intéresser au sarrasin, au quinoa, à l'amarante, au millet et je commençais à manger aussi des aliments qui étaient plus bruts, beaucoup moins transformés. Dans la foulée aussi, j'ai arrêté le lactose, hein, qui me rendait vraiment malade et là, j'ai eu l'impression d'avoir de nouvelles portes qui s'ouvraient
devant moi et de voir d'autres possibilités vraiment dans mon alimentation. Et cette refonte, ça m'a fait revivre parce que j'avais de nouveau de l'énergie, je me sentais bien, j'aimais bien ce que je mangeais, j'étais un petit peu sortie de ma bulle en me disant il y a d'autres choses, finalement on peut s'amuser avec l'alimentation sans gluten. Et là, j'ai vu une petite lumière au bout du tunnel. C'est ça. Et en fait, cette partie-là de ta vie, ça a continué justement avec la grossesse. Donc, est-ce que tu t'es pas sentie restreinte justement pendant ta grossesse avec cette nouvelle alimentation? Alors, pour la petite anecdote, moi, je devais accoucher dans une clinique que j'adorais. J'avais toujours dit à mon conjoint, je veux accoucher ici, c'est trop bien. Donc, j'ai consulté une sage-femme à l'époque dans cette clinique. Et lorsque je lui ai fait part de mon alimentation sans gluten, elle s'est offusquée. Là, elle m'a traitée de bouffeuse de salade. Elle m'a dit que c'était très dangereux pour mon bébé, que j'allais faire une crevette. Donc, je suis sortie de son bureau en larmes. Là, j'ai demandé mon dossier. J'ai demandé le transfert de mon dossier dans un autre établissement. Et quand je suis rentrée chez moi, je culpabilisais mais tellement que j'ai mangé, alors là, je m'en souviendrai toujours parce que ça m'a tellement rendue malade, des gâteaux Prince. J'ai tellement eu mal au ventre. J'ai mis 4 jours pour m'en remettre. Et au final, j'ai été suivie dans une autre maternité, donc par une autre sage-femme, ultra adorable, qui m'a fait même une écho supplémentaire pour surveiller la croissance de mon bébé. Elle m'a donné des compléments classiques, en fait, pour une grossesse. Et mon fils, au final, faisait 3,6 kg à la naissance. Et pour ma fille, j'ai eu un suivi un peu rapproché comme ça. Et ma fille faisait 4,280 kg. Donc, très beau bébé. Voilà, très beau bébé. Et c'était une belle revanche aussi parce que, au final, je me suis rendu compte que l'exclusion, elle n'avait pas du tout joué sur la croissance in utero de mes 2 enfants. J'ai juste veillé à manger très équilibré et tout ce que je pouvais manger, je l'ai mangé pour essayer d'amener les meilleurs apports à mes enfants, en fait. Et tout s'est très bien passé. Mais oui, effectivement, cette petite anecdote m'a légèrement bousculée au début. Tu m'étonnes. Je sais pas si la personne s'est rendue compte de ce qu'elle disait justement à ce moment-là, mais au moins, tu as fait le bon choix de changer, de trouver une personne de confiance pour t'accompagner en fait pendant tes 2 grossesses. C'est ça. Et puis surtout, là où c'était difficile, c'est que c'était pas une volonté de ma part. C'est là où ça a été difficile pour moi d'entendre ça. C'est que ce n'était absolument pas un choix de ma part. C'était imposé parce que sinon, j'étais malade tout le temps. Donc, j'ai trouvé vraiment, avec ma deuxième sage-femme, une écoute où elle m'a dit « Si vous êtes OK avec ça, vous vous sentez mieux avec cette façon de manger, moi, j'y vois aucun inconvénient pour votre bébé, quoi. » C'est ça. Et puis quand bien même c'était juste une envie, par exemple, je fais un lien, mais par exemple, des femmes enceintes qui seraient véganes ou végétariennes, le bébé n'a pas d'impact. Si on suit les apports qu'il faut, il n'y a pas de souci. Donc, c'est important quand même de s'écouter, de se dire bon, là, on m'a mal parlé, je sais que le suivi va être compliqué, autant aller ailleurs et être prise entre bonnes mains. Exactement. Et du coup, toi, est-ce que tu as décidé peut-être de suivre un médecin nutritionniste, une diététicienne? Parce que je sais que c'est parfois proposé dans les parcours. Moi, on me l'a proposé, j'ai pas encore, enfin, j'ai vu un médecin nutritionniste, mais il fallait que j'ai la validation, que ce soit cœliaque ou intolérance. Mais est-ce que tu as décidé justement de voir quelqu'un pour peut-être t'accompagner sur cette nouvelle alimentation? Alors moi, j'ai essayé. Effectivement, j'ai vu quelqu'un. Alors le problème, c'est que je pense que j'ai peut-être mal choisi le professionnel pour m'accompagner parce que moi, j'ai beaucoup de contraintes quand même. Déjà, j'ai l'exclusion du gluten, l'exclusion du lactose. Ensuite, à l'époque, on le savait pas, mais j'ai de l'endométriose. Donc ça veut dire que j'ai vraiment une fluctuation des périodes inflammatoires. Donc il faut que j'en tienne compte dans mon alimentation parce qu'en fait, tous les mois, j'ai vraiment 10 jours où c'est borderline, j'ai vraiment beaucoup d'inflammation. Donc, pour mon alimentation, moi, je peux pas manger la même chose que quand je suis en période plus calme. En plus, j'ai le syndrome de l'intestin irritable. Donc, dès que je mange quelque chose, entre guillemets, d'un peu inflammatoire, du café, de l'alcool, beaucoup d'épices ou du piment, de la viande rouge, j'ai des douleurs digestives. Et la personne qui m'a accompagnée à ce moment-là, elle n'a pas vraiment réussi à jongler avec toutes ces contraintes. C'était très atypique. Et elle proposait plutôt des suivis très classiques pour des personnes sans exclusion. Donc, voilà. Moi, j'ai décidé de me faire de nouveau suivre. Donc là, je vais tester. Ça va être pour bientôt. De me faire suivre par quelqu'un d'autre, effectivement, parce que je pense que je mange bien. J'aime beaucoup mon alimentation. Mais je voudrais apporter plus d'équilibre
dans mes plats parce que je sais pas si je mange assez protéiné. En fait, je suis quelqu'un qui ne prend pas de poids. Donc là, je fais 45 kilos pour 1m64 et j'aimerais en fait juste modifier peut-être ma façon de manger pour prendre un petit peu de poids et me sentir bien dans mon corps. Ouais, je vois très bien. Moi, il faut que je passe le pas aussi parce que on en parle aussi pas mal via Instagram, mais les indices glycémiques de Oui, certains produits sans gluten sont quand même très élevés. oui, Et je sais que par exemple, tout ce qui va être à base de riz, de ouais. maïs, faut faire très attention. Et Mmh. donc, c'est vrai que de trouver plutôt un équilibre, de suivre en fait des produits qui sont peut-être à indice glycémique plus bas, Oui, serait peut-être plus adapté. Donc, et ça, oui. je sais que sans accompagnement, c'est compliqué quand on s'y Mmh. connaît pas forcément. Bah, c'est Donc, ça, c'est vrai que c'est des professions qui peuvent nous aider sur ce tout type à de fait. parcours. Ouais, exactement. Et je pense il faut vraiment se tourner vers des personnes qui sont Mmh. spécialisées dedans et qui vont nous proposer des solutions qui vont répondre parfaitement à notre besoin. Moi, ça Exactement. répondait partiellement et du coup, j'étais pas super alignée avec tout ce qu'on me proposait. Donc là, effectivement, je pense qu'en se rapprochant de personnes qui connaissent, même peut-être qui vivent eux-mêmes Mmh. ça, et ben ouais, là, je pense qu'il y a un réel intérêt, effectivement. Chouette. Et Mmh. donc toi, du coup, depuis un peu plus de 7 ans, donc tu manges sans gluten. Ouais. Donc tu as lancé ton compte Instagram et tu as un blog également, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Au début, alors moi sur mon compte, hein, je partageais juste, des photos de mes plats. Alors, c'était pas terrible, c'était un peu moche. Mes photos, elles étaient pas très bien exposées, les plats n'étaient pas non plus toujours très réussis et j'ai commencé à m'améliorer petit à petit et là, on a commencé à me demander, mes recettes parce que je partageais que les photos au début. Je me disais: «Mais qui va vouloir la recette?» J'étais pas du tout dans l'optique de créer quoi que ce soit et là, quand on a commencé à me demander mes recettes, l'aventure d'inspiration sans gluten, elle a commencé à débuter effectivement. Chouette. Et tu as créé d'abord le blog ou d'abord le compte Insta ou les 2 en même temps? Comment ça s'est passé? Alors j'ai créé d'abord mon compte, donc mon compte Insta, il a à peu près 7 ans. Ouais. Il est, né, en même temps que le début de mon exclusion. Et ensuite, j'ai créé mon blog. Alors là, ça fait 1 an et demi que je l'alimente plus. Et c'est un de mes projets de cette année, de faire revivre ce blog, tout simplement parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de recettes sur mon Mmh. compte Instagram, mais en fait, on peut pas les retrouver par mots-clés, donc c'est pas référencé. Je voudrais remettre à jour toutes mes recettes sur mon blog et en faire vraiment une aide pour toutes les personnes qui vont débuter un régime, parce que c'est pareil, je donne énormément de conseils sur le quotidien sans Mmh. gluten. Vraiment, tout ce qui peut toucher à l'alimentation sans gluten, les produits que je recommande, les astuces en cuisine, ça c'est très important d'en garder une trace parce que sur Insta souvent ce sont des stories, c'est éphémère. Je peux C'est épingler ça. certaines choses, mais c'est difficile à retrouver. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir donner accès à toute cette petite banque d'informations pour les personnes qui débutent aujourd'hui une alimentation sans gluten et qui se diraient mais qu'est-ce que je peux manger. J'aimerais en fait être aujourd'hui la personne que j'aurais aimé suivre sur Insta C'est ça. à mes débuts en fait de mon exclusion alimentaire. Et pour ça, j'ai vraiment pour projet cette année de faire revivre ce blog, de donner la possibilité de trouver toutes mes recettes par mots-clés, ainsi que les astuces, un vrai quotidien en fait sans gluten. Et j'ai Mmh. hâte vraiment de travailler sur ce projet. Trop chouette. Mais tu vois, c'est l'avantage que, enfin, si on peut dire que c'est un avantage, que les personnes qui sont diagnostiquées, tu vois, en 2023, elles ont. C'est que maintenant, on a les réseaux sociaux, les Ouais, Insta, les TikTok, les YouTube, les blogs qui existent. ouais. Alors qu'il y a 7 ans, forcément, c'était plus compliqué pour toi. Dans le premier épisode avec Cécile de Because Gus, Mmh. où elle me disait justement qu'elle, il y a plus de 10 ans, en fait, elle devait aller en pharmacie acheter Oui. ses produits sans gluten. Donc on sait que c'est hyper compliqué. Donc là, 2023, on est quand même, bien, bien content de retrouver des blogs comme le tien, des comptes Mmh. Insta où il y a toutes les recettes, Mmh. disponibles. Ouais, ça s'est démocratisé et je pense que c'est mieux de se découvrir une intolérance aujourd'hui qu'il y C'est a ça, quelques années, hein. exactement. Et donc là, actuellement, sur le blog, il y a quand même des recettes Ouais. ou il y a d'autres choses aussi, donc des articles sur comment, vivre avec le sans gluten? Alors là, pour le moment, sur mon blog, il y a vraiment que les recettes Mmh. et pour tout ce qui va être, astuces, pour apprendre en fait à cuisiner sans gluten, j'ai un guide
Donc c'est le guide pour apprendre à cuisiner sans gluten. Et j'ai vraiment concentré toutes mes astuces, mes années de cuisine sans, toute l'expérience que j'ai pu avoir de mes petits tests en cuisine, de mes échecs aussi. Parce que si aujourd'hui je me sens entre guillemets un peu légitime pour pouvoir donner des conseils sur l'alimentation sans gluten, c'est parce que moi aussi j'ai eu beaucoup de loupés en cuisine. Je me suis trompée sur les mélanges de farine. J'ai eu comme je le disais tout à l'heure, mais des textures qui n'étaient pas terribles, des goûts qui n'étaient pas non plus terribles. Et justement, dans ce guide, c'est comment passer très simplement, essayer de faciliter la transition vers une alimentation sans gluten. Et il y a aussi le sans lactose. Donc, c'est vraiment les deux, sans gluten et sans lactose. Et il y a un guide sur les farines, les poudres, les fécules, comment les utiliser, celles qui se marient bien, qui donnent un goût, une texture agréable. Et je parle aussi effectivement de l'équilibre de l'indice glycémique pour éviter de se retrouver avec des bombes finalement dans le ventre qui vont faire exploser la glycémie. Alors oui, c'est très bon en goût, mais finalement derrière on fait exploser un peu la glycémie. Donc ça c'est pareil, j'explique comment utiliser des farines qui ont des IG plutôt bas. On les mixe avec des farines qui ont peut-être un IG plutôt haut ou une fécule où c'est haut, ou alors on utilise des poudres qui vont justement faire baisser l'IG. Donc ça c'est intéressant parce que j'explique assez simplement comment on peut remplacer finalement une dose de farine de blé par un mélange que l'on peut faire soi-même ou des mélanges tout faits aussi que je propose avec des indications sur comment les faire. Et ça, c'est plutôt sympa. Moi, honnêtement, j'aurais aimé avoir un guide comme ça. Et je l'ai conçu pour un peu comme si je le concevais pour la moi d'il y a quelques années qui aurait aimé trouver ces infos-là et qui était complètement perdue sur mais pourquoi il faut mélanger les farines. C'est ça. Et du coup, ton guide, la cuisine sans gluten, on le retrouve sur le blog, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Ouais, il est dispo sur mon blog. Trop chouette. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose que je pense beaucoup de personnes vont chercher parce que je pense qu'on est pas mal à avoir testé pas mal de recettes où on achète des farines sans gluten qui coûtent relativement beaucoup plus cher. On se retrouve à mettre tout le paquet et finalement, le produit n'est pas bon du tout. On se dit, ah là là, je vais devoir jeter tout cet argent dans la poubelle. Ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Et en plus, les farines sans gluten, souvent, alors au-delà de la texture, elles amènent beaucoup de saveur. Et justement, il y a des fois, deux farines très bonnes indépendamment, ensemble, ça ne matche pas. Exactement. ça arrive. Et ça, malheureusement, il n'y a qu'en essayant qu'on va le déterminer. Et moi, justement, j'ai construit tout mon guide autour des arômes. Donc, des farines typées vont se mélanger avec des farines plutôt neutres. Il faut éviter de mélanger deux farines typées qui peuvent avoir des arômes qui se croisent et qui donnent un goût très puissant qui n'est pas forcément agréable. Ouais. Et justement, avant que tu découvres tes soucis avec le gluten, est-ce que est-ce que tu prenais du plaisir à cuisiner ou c'est venu justement en faisant des tests? Alors, clairement, avant, je cuisinais pas beaucoup. Moi, je faisais des trucs très simples, genre des pâtes à la sauce tomate avec du gruyère. Alors maintenant, aujourd'hui, je pourrais plus jamais manger ça, bien sûr. Et non, vraiment, j'aimais pas cuisiner avant. C'était pas quelque chose qui m'intéressait déjà. Et vraiment, avec la naissance d'Inspiration sans gluten, je me suis découvert une passion à la fois pour l'univers culinaire, l'envie de me faire plaisir en fait en mangeant, parce que c'était quelque chose qui, pareil, c'était moi j'avais perdu l'envie de manger. J'avais perdu l'envie de me faire des belles assiettes. Aujourd'hui, c'est hyper important pour moi que ça me donne envie de manger. Et vraiment, la passion pour la cuisine, c'est venu avec Inspiration sans gluten, avec le sans gluten. Finalement, je me dis que si j'avais pas eu ces problèmes-là, peut-être que j'aurais jamais pris plaisir à cuisiner. J'aurais cuisiné des plats très simples, basiques. Et là, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est ça. Et puis c'est beau parce que c'est devenu aussi une partie de ton activité professionnelle. Ouais, exactement. Donc c'est chouette. Ouais, ça c'est vraiment cool parce que pour moi c'est une énorme fierté. C'est vrai que c'est devenu une partie de mon métier. Aujourd'hui, moi j'ai deux activités. Elles sont toutes les deux un petit peu liées finalement à Inspiration sans gluten. Alors il y en a une, c'est clairement je suis devenue créatrice de contenu, donc je crée des recettes
sur mesure. Les marques m'envoient des produits et je crée des recettes autour de leurs produits. Donc, je mets en avant les produits que les marques m'envoient. Et en même temps, je suis devenue coach et formatrice sur Instagram. Donc, c'est aussi lié à Inspiration sans gluten par rapport à mon compte. Et c'est absolument génial, je trouve, d'avoir réussi à transformer une faiblesse, quelque chose qui m'avait fait souffrir, souffrir dans tous les sens du terme, aussi bien physiquement que mentalement, en un job qui aujourd'hui me rend super épanouie. C'est une très, très grande fierté, effectivement. Trop chouette. Ça fait plaisir d'avoir ce type de parcours, tu vois, à entendre parce que je reçois quand même pas mal de messages au quotidien de personnes qui me disent: «Bah, je viens de découvrir mon diagnostic, j'ai l'impression que c'est la fin du monde». Donc, tu vois, de pousser des profils comme le tien, pour que ça donne de l'espoir, c'est très chouette. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Tu peux nous partager peut-être, une astuce de cuisine? Alors oui, alors moi, mon astuce, c'est d'avoir des recettes de base. C'est-à-dire que quand j'ai des recettes de base qui fonctionnent bien, je vais juste changer les saveurs. Alors par exemple, je prends un exemple, mais j'ai une recette de muffins sucrés de base et une recette de muffins salés, pareil, de base. Et je viens personnaliser avec différents ingrédients qui se marient bien. Donc je vais faire par exemple des muffins pomme cannelle qui seront finalement différents de muffins par exemple pomme banane chocolat. Et en fait, la base est la même. Pareil pour les muffins salés. Je vais faire par exemple des muffins thon, tomate, basilic. Et je vais prendre la même base pour faire des muffins olives et jambon. Je remplace juste les ingrédients de personnalisation. Et je sais que ça va marcher puisque la recette de base, elle fonctionne bien, c'est moelleux, je sais le temps de cuisson, je risque pas de me tromper. Donc du coup, je cuisine très vite et puis des choses très simples aussi. Donc ça, c'est pratique. Donc on garde la même base et C'est puis ça. on change les toppings en fonction, des recettes. Ouais. C'est une bonne astuce ça. On va garder ça. De quoi es-tu la plus reconnaissante dans toute cette histoire alors? Dans tout ça, vraiment, c'est d'avoir réussi à faire quelque chose d'inspiration sans gluten, quelque chose de très positif. Déjà, en partie, c'est mon métier. Et en plus, j'ai l'impression d'aider beaucoup de personnes au quotidien, même si c'est juste un tout petit peu, mais donner de l'espoir aux personnes qui sont comme moi il y a quelques années à se dire je vois que des portes fermées devant moi et je ne sais pas quoi manger parce que j'ai regardé dans mes placards et tout ce que je mangeais contient du gluten et qu'est-ce que je peux manger. Et en fait, moi, j'adore quand les gens arrivent sur mon compte et ils me disent oh, je savais pas qu'on pouvait faire tout ça sans gluten et même sans lactose parce que moi, toutes mes recettes sont sans gluten et sans lactose. Donc moi, j'adore en fait échanger et voir que j'amène juste un tout petit peu de joie ou de bonheur dans l'assiette des personnes qui me suivent. C'est magique. Donc vraiment, d'avoir réussi à en faire en partie mon métier et en plus de voir que je peux aider les gens à prendre plaisir en mangeant sans gluten, c'est génial. Trop chouette. Et donc, ça va un peu avec la deuxième question que je voulais te poser qui était, quel est le message le plus important que tu aimerais faire passer? Alors moi, le message que je voudrais faire passer, c'est justement par rapport à mon parcours, comme je le disais précédemment, c'est de se faire diagnostiquer avant d'arrêter le gluten. Moi, j'ai passé ce fameux examen, la fibroscopie plus la biopsie, 3 ans après avoir arrêté le gluten. Et comme je disais, mais la réintroduction, c'était hyper difficile. Moi, j'étais trop malade et j'ai pas réussi. Donc moi, je ne saurais jamais si je suis cœliaque ou non. Je suis que entre guillemets hypersensible et en plus il n'y a pas de marqueur particulier ou d'examen pour dire qu'on est hypersensible, c'est juste une déduction une fois qu'on a éliminé donc l'allergie au blé et la maladie cœliaque et moi en fait j'aurais aimé savoir donc moi si j'ai vraiment un message à faire passer, c'est faites vos examens parce qu'une maladie cœliaque ça reste quand même une maladie auto-immune, les risques ils sont différents d'une hypersensibilité. Et il y a aussi une partie des dépenses qui sont prises en charge par la sécurité sociale quand on est cœliaque. Et ça, c'est pas négligeable parce que moi, honnêtement, j'ai augmenté mon panier moyen de environ 30% depuis que je mange sans gluten. C'est énorme, mais sinon, j'ai pas de matière première pour cuisiner. Les farines coûtent extrêmement cher. Donc moi, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de donner des codes promo le plus possible pour que les gens puissent avoir accès à des produits moins chers. Mais voilà, quand on est cœliaque, il y a une partie des dépenses aussi qui sont prises en charge et ça, c'est quand même pas négligeable. Donc moi, ce que je conseille, c'est de savoir exactement ce qu'on a pour pouvoir adapter tout simplement. Par exemple, quand on est cœliaque, il faut pas manger de traces de gluten. Alors que quand on est hypersensible, techniquement, si on ne réagit pas, c'est pas grave. Donc, c'est juste, pour moi, c'est important de savoir.
Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Donc on arrive à la dernière partie, donc la gloomy Ouais, party. J'ai 3 ouais, petites questions à te poser. super. Donc ton plat préféré sans gluten? Oui, alors ça, c'est hyper dur. Alors, bah, ça va rejoindre mes réponses précédentes, parce que moi, je j'ai pas vraiment de plat, on va dire, défini, mais je dirais les muffins, tout Mmh. simplement. Parce que, bah, comme je le disais, c'est rapide, c'est pratique et on peut tout personnaliser. Et l'avantage aussi, c'est que les muffins, on peut les mettre en lunchbox, on peut les Mmh. emmener au goûter, au pique-nique. Et puis après, l'avantage, c'est que c'est intemporel. On peut les mettre aussi bien en été, en automne, en hiver. C'est On vrai. personnalise avec les fruits, les légumes qu'on veut. C'est une valeur sûre. Parfait. Eh bien, ça me va parfaitement. Ton compte Instagram préféré sur le sans gluten? Alors moi, j'aime bien le compte de Zoé No Gluten Mmh. parce Elle que est beaucoup, 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 présentée dans le podcast. ouais, c'est vrai. En fait, elle est très fraîche, elle est pétillante, elle est, en fait, je trouve elle rend le sans gluten hyper cool Mmh. et simple. Surtout simple, je pense que pour des étudiants, des personnes qui Tout à fait. débutent un régime, en fait, ils doivent se dire, bah, c'est des recettes petit budget, faciles à faire avec peu de, on va dire peu de matériel et Mmh. surtout des ingrédients qui sont faciles à trouver. Et j'ai l'impression elle est plutôt sur le fait de créer en fait juste des recettes et pas forcément de remplacer Tout à fait. le gluten. Et Mmh. ça, j'aime vraiment bien son état d'esprit. Donc, je trouve son compte très agréable à suivre. Parfait. Et ton restaurant préféré sans gluten? Alors, je suis dégoûtée parce que justement, en préparant le podcast, je voulais présenter le restaurant Happy Fit à Lille. OK. Heu, un Je connais super pas du tout. restaurant, que j'adore. Ce sont les meilleurs plats que moi je n'ai pas préparés sans gluten que j'ai mangés. Et en fait, j'ai vu qu'il avait fermé. Oh non! L'horreur. Donc en fait, là, je n'ai pas de. Moi, je suis quelqu'un qui mange presque jamais au restaurant. Donc, je Mmh. n'ai pas d'autres restaurants finalement sans gluten. Vraiment spécialisés dans le sans gluten, j'ai pas d'autres restaurants à présenter, malheureusement. Et est-ce que tu as testé des boulangeries sans gluten? Jamais. Jamais? Jamais. Mmh. Parce que moi, j'habite en campagne. Je pense que si j'ai l'occasion un jour sur Paris, peut-être, ouais. Mais Mmh. comme j'habite en campagne profonde, il n'y a pas ici chez moi. Bah, chez moi non plus, ne t'en fais pas, je n'ai pas de boulangerie sans gluten. Il y a très peu, je suis à Rennes en Bretagne, il y a peu de restaurants, enfin il y a pas de restaurant 100 sans gluten. Il y a, Mm, quelques restaurants qui font aller un dessert ou un truc sans gluten. Donc ouais. c'est vrai que je vais beaucoup à Paris tester, ce qui Ah bah oui. existe, mais on espère ramener ça dans nos campagnes. Bah, je comprends parce que moi, c'est pareil en fait. Moi, je suis à côté de Rouen, dans la campagne profonde du 27, et moi, il y a rien autour de chez moi, Mmh. vraiment rien. Par contre, les meilleurs endroits où j'ai mangé naturellement sans gluten, c'était au Portugal. Ah bah, Les restaurants. je suis complètement d'accord. Je vais quasi tous les ans au Portugal Ah, et en plus, l'avantage, c'est qu'eux, dans chacun des restaurants, il y a tout le temps au moins un produit qui est sans gluten. Ils ah mettent oui, les logos et ça, c'est oui, tellement, oui. Ils sont bien plus tellement avancés que chouette. nous Mmh. sur les allergènes, et il y a toujours du poisson, de la viande. En plus, les accompagnements contiennent presque jamais de gluten. Non. C'est des légumes, des pommes de terre. Tout est très naturel en fait. Ouais, tout est à Euh, base d'huile, donc c'est quand même beaucoup c'est plus ça, simple, en fait. Mmh. exactement. Donc pareil, je vais au Portugal tous les ans et je me régale au mois d'août à chaque fois. Et là, je prends plaisir à aller au restaurant parce que j'ai pas peur de la contamination C'est ça, croisée. Mm, exactement. Et bah, écoute, c'est chouette et puis, bah, merci beaucoup pour, le temps que tu nous as accordé, tes réponses et puis la présentation de ton compte. mm. Bah, je t'en prie, c'était vraiment un plaisir. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you fall, watching you fall, watching you